Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. La transition, c'est notamment notre capacité à résoudre une équation pas simple du tout, celle d'adopter des pratiques alimentaires durables. Y arriver, c'est à la fois nourrir les humains en qualité et en quantité suffisante, le faire dans le respect des écosystèmes, que cette alimentation soit accessible à tous les budgets et que ceux qui la produisent soient bien rémunérés. Or, jusqu'ici, l'alimentation et sa production génèrent encore un ensemble de problèmes de santé publique, de problèmes sociaux et environnementaux. Alors, les équipes de l'IDRI s'y sont collées à cette équation en partenariat avec l'Institut de l'économie pour le climat, I4CE, en menant une grande étude prospective qui a été publiée cet hiver et sur laquelle on revient aujourd'hui. TRAM 2035, c'est le nom de cette étude pour Transition des régimes alimentaires des ménages à l'horizon 2035. Donc, l'idée, c'est de montrer que la transition vers une alimentation durable est possible et d'explorer comment. Clémence Nasr est l'une des autrices de cette étude, chercheuse à l'IDRI au sein de l'équipe Mode de vie en transition. Et c'est elle qui va nous raconter ce scénario d'un futur souhaitable. C'est parti. Bonjour Clémence. Bonjour Sophie. Ce long travail de prospective que vous avez mené, il aborde en particulier le sujet de la baisse de la consommation de viande, dont on sait que c'est l'un des enjeux de la transition alimentaire. On en a plusieurs fois parlé déjà dans des épisodes précédents de ce podcast. Mais vous avez choisi de le faire sans tomber dans le schéma un peu classique qui consiste à interroger le rôle du consommateur ou du consommateur. Oui, effectivement, on a choisi de mettre un peu à distance ce consommateur dont la figure domine actuellement le récit sur la transition alimentaire. Et ce récit du consommateur, il consiste à dire, en gros, informons les gens, éduquons les gens, et tout un chacun va devenir un consommateur responsable, faire des choix durables et adopter une alimentation durable. Or, il faut bien admettre qu'au cours de ces 20 dernières années, ce récit n'a pas suffi à engager une transition alimentaire. Pourquoi ça n'a pas suffi, justement ? Eh bien parce que l'action publique qui se structure autour de cet idéal du consommateur, elle est trop limitée. D'abord parce que quand bien même un consommateur aurait envie d'écouter ces messages l'incitant à manger plus durable, eh bien s'il ne trouve pas de plat préparé végétarien directement dans sa supérette, par exemple, ou s'il n'existe pas de magasin de vrac tout près de chez lui, eh bien il ne va pas y arriver. Parce que son environnement alimentaire n'aura pas changé. Et puis, autre limitation de cet idéal du consommateur, eh ben, il ressemble quand même beaucoup à un type social réel, plutôt urbain, plutôt diplômé, avec des revenus très corrects, voire élevés. En fait, ce scénario de transition alimentaire, il laisse de côté beaucoup trop de monde. Et une transition socialement étroite, qui concernerait 15% de la population environ, c'est forcément une impasse. D'autant que ce récit, il est parfois perçu comme stigmatisant aussi. Il peut crisper certains sur le mode on ne va pas me dire ce que je dois manger ou pas. Et c'est exactement ça. Et vous pointez là une des nombreuses impasses du récit centré sur le consommateur. Il génère de la frustration. Frustration de ceux qui sont plutôt éloignés des préoccupations écologiques et qui vont, par exemple, rejeter l'idée de consommer moins de viande au nom de leur liberté de manger ce qu'ils désirent. Frustration de certains agriculteurs voyant que ceux qui veulent manger sain et bio, ils ne sont pas prêts pour autant à payer plus cher. Et puis frustration aussi des consommateurs qui veulent vraiment adopter des pratiques alimentaires plus durables, mais qui n'y arrivent pas parce que leur environnement alimentaire ne leur permet pas. Ceux-là, ils se disent « je change, mais autour de moi, rien ne change ». Et donc, un individu, le consommateur lambda, qui mange plus ou moins de viande d'ailleurs, vous avez préféré des groupes sociaux que vous avez identifiés, ce qui implique une exploration de pratiques alimentaires finalement beaucoup plus larges. Oui, parce que ce soit le consommateur ou l'individu moyen, en fait, on passe à côté de la complexité de la société. Or, quand il faut réfléchir à des actions, des politiques publiques, on est bien obligé de regarder la réalité dans sa complexité, de l'étudier en fait, pour essayer de comprendre d'où on doit partir. Et pour nous, ça revient à considérer que le point de départ de la transition, c'est pas un individu moyen qui doit se transformer en consommateur, c'est une société forcément plurielle, avec différents groupes sociaux. Donc il y a des identités culturelles, des âges, des appartenances sociales, des niveaux de revenus ou des diplômes différents. Et finalement, il y a certains ménages qui se ressemblent et qu'on peut rassembler dans des groupes sociaux. Et ces groupes sociaux, ils vont aussi présenter évidemment des similarités dans leur rapport à l'alimentation. Et là, ça devient plus intéressant parce que beaucoup plus ancré dans la réalité, finalement. Exactement, parce qu'à ce moment-là, on ne parle plus du régime alimentaire du consommateur moyen, mais des pratiques alimentaires de tel ou tel groupe social. Et en fait, on ne va plus uniquement considérer ce qui est mangé,
produits carnés, fruits, légumes, plats préparés, etc. Et en quelle quantité. On va aussi regarder tous ces gestes, toutes ces routines qui constituent aussi l'alimentation. Donc faire ses courses, préparer à manger, manger hors de son domicile, se restaurer sur son lieu de travail, regarder les labels, etc. En étudiant ainsi des groupes sociaux, ça devient aussi un sujet très politique. Absolument, et c'est un point qui nous semble important à l'IDRI. Puisqu'on parle de pratiques alimentaires, on parle de représentation, de signification, de valeurs différentes qui peuvent éventuellement entrer en tension. Et en fait, on ne peut pas tellement esquiver le fait que dans l'alimentation s'expriment tout simplement des différences de classe. Et l'enjeu pour l'IDRI et avec ce scénario, cette étude, c'est justement d'embrasser cette dimension politique et de ne pas chercher à l'esquiver pour envisager une action publique susceptible de favoriser une transition alimentaire qui n'exclut personne, qui n'exclut aucun groupe. Autrement dit, l'idée, c'était de dépolariser la question de la transition alimentaire sans la dépolitiser. Et cette démarche, elle permet au passage d'apaiser le débat autour de la transition alimentaire. Voilà, ce n'est plus on mange de la viande ou on n'en mange pas. Vous dépolarisez le débat en reconnaissant que c'est plus complexe et en essayant, j'imagine, d'identifier des leviers de changement de pratiques alimentaires. Oui, et d'emblée, on constate qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui mangent de la viande et ceux qui n'en mangent pas. Ce n'est pas binaire. La vérité, c'est qu'à part deux groupes, celui des femmes seules qui en consomment moins que la moyenne et celui des étudiants qui en consomment bien plus que la moyenne, tous les groupes sociaux, ils sont plus ou moins proches s'agissant de leur consommation de viande. La moyenne, elle est à 130 grammes par jour avec plus ou moins 20 grammes. Donc, entre des groupes aussi différents que, mettons, les familles aisées diplômées et les familles rurales modestes, on observe que sur la consommation de viande, il n'y a pas de fossé béant. Et quant au levier de changement dont vous parliez, en étudiant les pratiques alimentaires de plusieurs groupes sociaux, on réussit à quitter le registre de l'injonction morale adressée aux individus. On réussit à quitter le mode « maintenant que vous savez, vous devriez ». Le scénario qu'on a construit, il montre que les actions publiques de communication et d'information, elles peuvent être complétées par un très large éventail d'actions publiques, mais aussi privées. Et c'est des évolutions qui vont venir modifier l'environnement alimentaire des ménages de façon à ce que ces ménages ils puissent faire évoluer leurs habitudes sans avoir à adhérer à un discours écologique qui peut ne pas leur plaire, sans avoir nécessairement d'efforts très conscients à faire. Vous avez un exemple ? Alors, il y en a plein. On pourrait imaginer, par exemple, de nouveaux rayons nommés de façon visible flexitariens et non pas végétariens dans les grandes surfaces, où vous pourriez trouver des plats préparés qui intègrent, pour la garniture d'une lasagne, par exemple, un mix 50-50 de viande et de légumineuses. Ce genre de rayon, ce genre d'offre, cela va permettre à quelqu'un qui ne se sent pas particulièrement écolo, qui n'est pas du tout intéressé par le végétarisme, mais qui souhaite réduire sa consommation carnée pour des raisons de santé, d'aller facilement vers des produits qui vont lui permettre de concrétiser cette aspiration. Donc, pour que les pratiques alimentaires changent, il ne faut pas que les individus changent, pensent différemment, rompent avec leurs habitudes. Il faut surtout et avant tout que soit modifié l'environnement dans lequel ces pratiques, ces gestes de l'alimentation sont réalisés. Donc, on quitte le registre de la responsabilité individuelle, de la morale. On fait en sorte que les pratiques alimentaires durables, elles deviennent familières, faciles, qu'elles s'instillent progressivement dans la vie quotidienne des ménages, dans leur routine. Alors donc pour ça, vous avez déterminé un certain nombre de groupes sociaux représentatifs de la population française et imaginé des récits de transition heureuse pour chacun d'entre nous. Voilà, on a construit pour ce scénario TRAM une typologie de 12 groupes sociaux. Donc, ce sont des groupes qui nous sont familiers, qui ressemblent à ce qu'est la société, avec une forme d'homogénéité sociodémographique qui tient à l'âge, à la composition du ménage, qui touche aussi parfois le niveau de revenu, le niveau de diplôme et aussi le lieu d'habitation. Et bien sûr, il fallait que les pratiques alimentaires se ressemblent. Et donc, ces groupes, dans notre scénario, on les fait cheminer sur 10 ans en modifiant leur environnement alimentaire, ce qui va permettre de faire évoluer leurs pratiques alimentaires de façon différenciée d'un groupe à l'autre. Je ne saurais pas vous dire si c'est transition heureuse, en tout cas, c'est transition réaliste et potentiellement efficace. Réaliste et efficace parce que les environnements alimentaires évoluent sous l'effet d'actions publiques et privées qui présupposent aucune rupture politique majeure. Ça veut dire que vous faites une sorte d'inventaire de nouvelles mesures potentielles qui permettraient de faire évoluer l'environnement alimentaire de tel groupe. Et pas forcément nouvelles, parce que certaines sont déjà en discussion aujourd'hui, comme l'affichage environnemental. En fait, c'est la dimension cumulative des actions qui va faire la différence, et surtout le fait qu'elles sont pensées pour cibler des publics différents. Pour donner un exemple, un label environnemental sur des produits, il sera utile, il fera sans doute bouger des choses pour des ménages qui ont les moyens, qui ont le temps, qui sont idéologiquement compatibles
pour faire évoluer leurs pratiques alimentaires vers plus de durabilité. Donc c'est une mesure qui va marcher pour des familles aisées, diplômées, ou même pour les familles de classe moyenne urbaine, par exemple. Mais ça ne va pas forcément fonctionner pour les ménages aisés, peu diplômés, qui se soucient peu de l'écologie. Idem pour les familles urbaines modestes. Elles portent, ces familles, en général, peu d'attention au label, sauf à ceux qui sont très établis. Pour ces familles, ce qui va être décisif, c'est le prix. Et donc, par exemple, pour elles, il faut imaginer des mesures d'investissement public dirigées vers les industries de transformation qui fabriquent des plats préparés végétariens pour qu'elles améliorent l'efficacité de leur chaîne et pour que ces produits puissent être au même prix que leurs alternatives carnées, voire un peu moins chères. Alors, on ne va pas avoir le temps de passer en revue les 12 groupes que vous avez identifiés, mais on va en choisir certains pour comprendre ces pratiques alimentaires différentes et donc les besoins différents de ces groupes pour accéder à une alimentation plus durable. Par exemple, l'un des 12 groupes, c'est celui des familles de classe moyenne rurale. Qu'est-ce qu'il caractérise, ce groupe? Alors, ce groupe, c'est 8% de la population et il rassemble des ménages qui, en majorité, sont des couples avec enfants. Ils ont des revenus moyens et vivent à la campagne. Si on fait un peu de sociologie, il faut comprendre que ce sont des ménages qui ont peur du déclassement, qui ont peur que leurs enfants vivent moins bien qu'eux à l'avenir. La consommation matérielle, elle est importante pour eux. Elle montre justement qu'on a atteint un certain statut social, qu'on a les moyens de se faire plaisir. Donc le discours écologique, il leur paraît souvent un peu trop radical, surtout s'il appelle à revoir en profondeur leur façon de vivre. Ils sont davantage sensibles aux petits gestes du quotidien. Pour ces ménages, l'alimentation, c'est une source de plaisir. Ils consomment pas mal de viande de porc, ils aiment la charcuterie. Mais ils sont aussi sensibles, surtout les femmes, au lien entre alimentation et santé. Pareil, dans ce groupe, on veut montrer qu'on a les moyens de s'offrir des produits de qualité. On fuit un peu les premiers prix, même s'il faut faire attention au budget, d'autant qu'il y a d'autres biens de consommation auxquels on veut pouvoir avoir accès. Et en fait, au carrefour de ces contradictions se cristallise une aspiration assez forte, celle d'une plus grande diversité dans les pratiques alimentaires, dans les produits, dans les circuits de distribution. Plus grande diversité pour pouvoir en fait alléger les contradictions. Par exemple, ces ménages, ils aspirent à manger plus de produits bio. Non pas parce qu'ils sont écolos, mais parce qu'en fait, ils savent que ces produits, ils conjuguent le sain et le bon, la santé et le plaisir. Et en plus, c'est des produits qui montrent qu'on a une certaine aisance financière. Donc, quel type de mesure pourrait fonctionner, par exemple, pour ces familles de classe moyenne rurale que vous venez de décrire? Typiquement, une action publique d'investissement pour améliorer l'efficacité des filières bio, combinée à un engagement de la grande distribution. Ça pourrait permettre une réduction de l'écart de prix entre produits bio et produits conventionnels. Et alors, ces ménages ils se dirigeraient vers plus de bio. Concernant la viande, ce groupe il pourrait réduire sa consommation à la fois en termes de portions et en termes d'occasion, pour des raisons de santé. Mais aussi, on peut imaginer que les enfants, ils influencent leurs parents dans ce groupe, sur ce point de la viande, grâce au programme d'éducation alimentaire qui serait mis en place sur ces 10 ans. Et on peut aussi imaginer que la multiplication dans les points de vente d'espaces de test, de dégustation des simili carnés, type jambon végétal fait à partir de farine de pois chiches, par exemple, ça pourrait avoir un impact sur ces ménages qui vont les adopter petit à petit. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas exhaustif, mais notre scénario pour ce groupe, il mène en tout cas à une baisse de 11% de leur consommation de produits carnés. Ok. Si on se penche maintenant sur un autre groupe, celui des ménages aisés et peu diplômés. Alors, c'est un groupe important, c'est 12% de la population. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a à peu près les mêmes aspirations que les familles rurales de classe moyenne, mais en plus radical, d'une certaine façon. Ce groupe ne sera pas forcément sensible aux mêmes changements, pourtant, dans son environnement alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus radicaux, justement, mais aussi et surtout parce qu'ils ont plus de moyens financiers. Dans ce groupe-là, on veut montrer qu'on peut consommer et on veut pouvoir l'afficher. On veut acheter des choses chères, le dernier téléphone à la mode, on veut faire des voyages. En fait, c'est la société de croissance qui se couple avec un peu un rejet de l'écologie, voire un climato-scepticisme. Et pour ces ménages-là, l'alimentation, c'est un espace de liberté fondamentale. C'est un espace de tradition, d'identité française. Et là, pas question de se faire dicter ce qu'on mange. Et donc, on mange beaucoup de viande à la maison, au restaurant. Et évidemment, ce groupe-là, il ne sera pas sensible, par exemple, à la dégustation test de jambon de pois chiche au supermarché. Ouais. En revanche, un plat cuisiné traditionnel sous label rouge, type hachis parmentier, moitié viande, moitié légumineuse, ça peut le faire. Et ces ménages, ils vont aussi choisir des viandes sous AOP ou IGP, plus chères donc, dans un contexte qui va rester inflationniste, donc ils en mangeront moins. Et puis ces ménages, ils vont continuer de choisir des plats de viande au restaurant, mais à la table de chefs qui ont obtenu un label Nouveau repas à la française, qui serait créé par les pouvoirs publics
pour revaloriser des denrées oubliées qui s'associeraient aussi à des viandes de très grande qualité issues d'élevage herbager, par exemple. Et tout ça ferait tout de même légèrement baisser la consommation de produits carnés de ces ménages aisés et peu diplômés de 6%. Mhm. Et la viande qu'ils consommeront, elle sera plus durable. On évoque ensemble un dernier groupe, ce sont les étudiants et les étudiantes. Ce qui les rassemble, c'est à la fois leur âge et leurs petits moyens. Exactement. Qui dépendent de leurs parents ou qu'ils travaillent en plus de leurs études, tous les étudiants, en majorité, ils ont affaire avec un budget donné qu'ils ne doivent pas dépasser. Et ils vivent cette période où il faut jouer un peu serré pour articuler et équilibrer les dépenses. Mais ils sont aussi, et on le sait moins, de très gros consommateurs de produits carnés. Oui, c'est un peu contre-intuitif, j'aurais pas dit. C'est le groupe dans la Ouais. société française qui en consomme le plus, 180 grammes par jour, alors que la moyenne est à 130. Et c'est vrai que ça peut sembler étonnant, dans la mesure où on peut penser qu'il s'agit là d'un public sensible aux enjeux environnementaux. Mais en fait, ça s'explique assez facilement quand on sait la place dans les produits agroalimentaires actuels de la viande ingrédient, les lardons par exemple, qui est une sorte de viande un peu invisible et qui donne pas l'impression qu'on est un gros mangeur de viande. Et en plus, les plats qui contiennent cette viande ingrédient, ils sont en général pratiques, peu chers, donc parfaits pour un public étudiant qui a des contraintes de temps, d'espace pour cuisiner et de budget. Donc, dans ce groupe des étudiants, dans la prochaine décennie, il y a une partie qui va aller au bout d'un engagement de plus en plus conscient et réduire considérablement sa consommation de viande, voire se rapprocher du végétarisme. Mais pour la majorité, l'évolution des pratiques alimentaires d'ici 2035, elle va se faire toujours dans les limites de cette triple contrainte budget, praticité, temps. Pour ce groupe, on estime que la baisse de consommation de produits carnés, elle est de moins 21%. Donc elle est importante. Et elle s'explique par un levier majeur qui pourrait être activé au cours de la décennie. Il y a un espace de changement qui va être décisif, c'est le restaurant universitaire, où on mange pour pas cher. Il est là, le levier majeur des politiques publiques pour un changement de pratique alimentaire des étudiants. Donc voilà ce qu'on imagine dans notre scénario. Une fois par semaine, les plats sont uniquement végétariens et en 2028-2029, les plats carnés, ils supposent un surcoût, alors que le plat du jour, il est présenté comme végétarien par défaut. La formation des cuisiniers et cuisinières, elle se développe et elle débouche sur la proposition de plats végétariens vraiment goûteux et attractifs. La végétalisation de l'assiette, elle devient visible, elle s'affiche sur les murs des restaurants universitaires avec les messages d'information du PNNS, Plan national nutrition santé, notamment l'information que les légumineuses, c'est aussi des protéines végétales. En fait, ce qui est central s'agissant de ce groupe, c'est que pour la majorité des étudiantes et des étudiants, la consommation de viande, ce n'est pas quelque chose qui relève du prestige, du statut ou de la revendication identitaire. Il y a un plaisir, bien sûr, mais les étudiantes et les étudiants, ils sont globalement très sensibles aux enjeux environnementaux. En fait, dès lors qu'il s'agit de réduire pour eux, ce sont les contraintes matérielles qui entravent cette baisse possible de la consommation carnée. On voit que les leviers sont effectivement extrêmement variés. Si on suit votre scénario trame, tout groupe confondu, on baisse notre consommation de viande de combien d'ici 10 ans? Alors en moyenne, la consommation de produits carnés, elle baisse de 15% sur 10 ans. À titre d'exemple, le Royaume-Uni a fait moins 18% entre 2008 et 2018. Donc vous voyez que dans trame, on décrit une trajectoire qui est réaliste. Baisser de 15%, c'est donc 125 grammes de viande en moins par semaine. 125 grammes de viande, c'est environ 3 tranches de jambon blanc, 4 aiguillettes de poulet en moins, c'est un steak haché et demi en moins. On décrit une baisse de 15%, mais ça, c'est la moyenne pour tous nos groupes. Autrement, la baisse, elle est différenciée et elle va de moins 4 à moins 36% selon les groupes. Et je signale aussi que notre scénario, il ne préconise pas une baisse de moins 15%, il ne fait que la décrire. Ce qui permet aussi de montrer que la baisse, elle s'accompagne aussi, au cours de cette projection à 10 ans, d'un progrès sur le mieux de viande. Ce qui fait que c'est un peu plus cher, donc on en consomme un peu moins. Une viande locale, sous label de qualité, du moins, du mieux. Pour conclure, Clémence, on pourrait dire que si les pouvoirs publics agissent sur les environnements alimentaires en prenant en compte la diversité sociale, les habitudes alimentaires, finalement, ne sont pas figées. Tout à fait. Ce que notre scénario montre, c'est que les pouvoirs publics, ils ont un rôle décisif pour rendre les pratiques alimentaires durables faciles. Et ils ont aussi la responsabilité d'impulser, de porter le changement que les acteurs privés, notamment du milieu de chaîne, transformation et distribution, pourraient eux aussi mettre en place. Mais effectivement, la condition du succès d'une action publique d'ampleur sur les environnements alimentaires, c'est de prendre en compte la diversité sociale, de ne pas proposer uniquement des mesures qui ne fonctionneront que sur une portion congrue de la population. Et le gage d'efficacité, c'est aussi la dimension cumulative des mesures. Il faut agir à la fois sur les prix,
sur l'offre en produits végétaux, sur les messages de santé, sur la restauration commerciale. C'est même toute une vision culturelle de l'alimentation en France qu'il faudrait redessiner et dont il faudrait discuter collectivement. Ça suppose une stratégie nationale autour de l'alimentation. C'est pour ça qu'il faut être très attentif à la SNANC, la Stratégie nationale alimentation, nutrition, climat, qui est le premier objet politique de cette ampleur, puisque cette stratégie, elle est censée croiser enjeux de santé et enjeux d'environnement, et c'est la première fois que cela est fait en France. En tout cas, notre étude TRAM, elle repose sur l'idée qu'on peut inverser la maxime bien connue, quand on veut, on peut. L'idée, c'est pas de forcer la conscience environnementale, c'est plutôt de faciliter les choix durables, de les rendre ordinaires, familiers, et là, ça devient quand on peut, on veut. Pas mal d'inverser une maxime comme ça. Et je renvoie, pour en savoir plus, à tous ceux qui voudraient en savoir plus sur l'ensemble de cette étude originale, TRAM 2035, qui met en débat cette question de la transition alimentaire et des moyens d'y parvenir. C'est 4 ans de travail, si je ne m'abuse, de l'élaboration jusqu'à la réalisation, du travail multidisciplinaire, et on la trouve sur le site de l'IDRI. Merci Clémence. Clémence Nasr, co-autrice de l'étude en question au sein de l'équipe Mode de vie en transition à l'IDRI. Merci, à bientôt. Merci. Et on débrasse, on range la table, c'est la fin de cet épisode. Vous pouvez le réécouter et le partager, ainsi que tous les précédents sur le site de l'IDRI et sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt pour prendre ensemble un nouveau cap sur la transition.